Alors on va attaquer donc le chapitre des variables dans Photoshop. Donc les variables dans Photoshop, c'est quoi? C'est un système qui va vous permettre de générer des centaines de fichiers presque identiques. Par exemple, vous devez faire des cartes de membres. Vous avez une entreprise avec 50 personnes qui travaillent ou 300, peu importe. Et vous devez faire des cartes de membres. Et vous allez mettre au point dans Photoshop le design de la carte, relier ça à une base de données qui n'est pas nécessairement faite par vous. Ça peut être évidemment un secrétaire qui fait la base de données. Ça peut être un fichier Excel, donc, parce que c'est une base de données très simple, c'est un fichier Excel, on va dire. Et Photoshop, au départ, en combinant votre modèle en quelque sorte et la base de données, va générer toutes les variantes avec les photos différentes pour chaque personne, les noms, la fonction, la description, enfin tout ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Même chose, par exemple, si on fait des cartes dans un zoo, des fiches animaux pour les différents types d'animaux. Vous pouvez faire un modèle de fiche et puis relier ça à la base de données et Photoshop va vous faire tous les fichiers tout seul. Donc c'est ça l'idée des variables. Et les variables, ça existe aussi dans InDesign. Vous avez aussi la possibilité dans InDesign de faire un modèle et puis de le relier à un fichier et de demander à InDesign de générer plein de PDF presque identiques. Il y a juste le contenu, les photos, les textes qui vont changer. Voilà. Donc extrêmement intéressant. Donc si vous connaissez le système des variables, vous allez pouvoir répondre à des demandes clients dans des délais courts. Si on vous demande de faire des cartes de membres, 500 cartes de membres dans moins de 24 heures, avec ce système-là, vous allez pouvoir répondre oui, c'est possible, je peux le faire. Tandis que maintenant, vous allez devoir manuellement chaque carte de membre la faire séparément. Ça va peut-être vous prendre 5-10 minutes pour modifier les images et les textes, donc c'est foireux, quoi. Par carte, je veux dire. Donc 5 ou 10 minutes fois 300 cartes ou 500, voilà, on est vite parti pour plusieurs semaines de boulot débile et inutile. Alors vous allez pouvoir taper dans un navigateur web cette adresse-là. En fait, c'est l'adresse du dessus que j'ai simplifiée. Donc vous allez pouvoir taper ça et vous allez télécharger un petit dossier qui va vous permettre de découvrir en quoi consistent les variables. Une fois que vous aurez découvert en quoi consistent les variables, on va ensemble faire votre propre design. Donc vous avez téléchargé le zip en utilisant cette adresse-là dans un navigateur web. Et le petit zip qui va vous permettre de découvrir normalement comment fonctionnent les variables dans Photoshop. Donc, une fois que vous avez double-cliqué sur le Mac, sur le zip ou sur le PC, vous avez fait clic droit, extraire, vous obtenez donc le dossier ici, avec des images qui vont être utilisées par le système de variables de Photoshop. Et le design du modèle Photoshop dans lequel les variables se trouvent, en fait. Donc vous comprenez le terme variable, ça veut dire c'est un endroit, une image, un texte qui peut changer en fonction de quand on le relie à une base de données en quelque sorte. Vous avez ici un fichier CSV qui contient la description des variables et des différents contenus. Alors, le fichier CSV ici chez moi, quand je double-clique sur lui, il s'ouvre dans le logiciel, le traitement de texte basique du Mac, dans TextEdit. Bon, il est possible que chez vous, ça veuille s'ouvrir dans un logiciel, un tableur, un logiciel Apple peut-être, un tableur, ça propose de l'ouvrir dans quoi? Oui, il s'ouvre dans Adobe Premiere. Dans Adobe Premiere, extraordinaire. Bon, alors voilà ce que vous allez faire. Vous allez, soit il faut faire un clic droit et demander ouvrir avec et préciser que vous voulez ouvrir avec TextEdit. Donc il y a toute la liste des logiciels qui sont capables d'ouvrir du CSV. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est décider qu'une fois pour toutes sur le Mac, les fichiers .csv doivent s'ouvrir dans TextEdit. C'est ce qu'on appelle le réglage du logiciel créateur. Et ce qu'on va voir ici est extrêmement utile, vous connaissez sans doute, ça existe aussi sur Windows. On peut indiquer, tiens, telle extension de fichier doit s'ouvrir dans tel logiciel. Et pour faire ça, vous faites un command I quand vous avez sélectionné le fichier CSV, là, un command I pour faire lire les informations. Sinon, vous allez dans le menu
fichier, lire les informations, fichier, lire les informations. Un clic droit marcherait aussi, enfin voilà, on lit les informations, et si on était sur Windows, ce serait le même principe, sauf que ça s'appelle propriété sur Windows, ça s'appelle pas les informations. Et alors ici, vous avez ouvrir avec, et dans la liste des logiciels, vous allez choisir TextEdit. On aurait pu choisir autre chose que TextEdit, mais en fait, c'est vraiment un logiciel très intéressant. Vous allez aussi le remarquer quand vous allez faire du InDesign, quand vous allez faire de la mise en page. C'est un logiciel qui vous permet de faire des choses intéressantes. Et une fois que vous avez choisi TextEdit, ce sera uniquement pour ce fichier-là, pas pour les autres fichiers CSV que vous auriez sur votre ordinateur. Vous avez juste indiqué que ce fichier-là doit s'ouvrir dans TextEdit. Mais évidemment, pour faire en sorte que tous les fichiers CSV s'ouvrent dans TextEdit, vous allez cliquer sur « Tout modifier ». Voilà. Et ça vous met un message. Voulez-vous vraiment modifier tous les documents similaires afin qu'ils s'ouvrent dans l'application TextEdit ? Et voilà, et vous faites continuer. Et chez moi, c'est déjà fait. Mais enfin, voilà. Et là, vous avez fait en sorte que tous les fichiers CSV vont s'ouvrir dans TextEdit. Ce sera quand même plus facile. Donc maintenant, j'ouvre le fichier CSV. Alors CSV, vous savez ce que ça veut dire. Il y en a qui savent? Non? Donc ça veut dire que c'est un fichier qui contient des valeurs séparées par des virgules. Mais en fait, virgule, ça peut être un point virgule, ça peut être autre chose. Voilà. C'est un terme générique, en tout cas des données qui sont séparées, comme vous le voyez, on a des données qui sont séparées ici par une virgule. Voilà, en fait, ça veut dire comma, separated values, donc des valeurs séparées par une virgule. Voilà. C'est très connu, en fait, hein. C'est vraiment la base de la base des données. Je veux dire, c'est le b.a.-ba de la base des données, c'est le truc le plus simple, quoi. Quand vous avez un tableau dans Excel ou dans OpenOffice, vous pouvez l'exporter sous forme CSV. C'est si on veut l'utiliser dans un autre logiciel, c'est vraiment une manière d'exporter qui passe partout, quoi. C'est logique. Alors, pour Photoshop, il faut que les séparateurs soient des virgules. Je pense pas qu'on puisse faire avec autre chose. Donc ce sont des virgules ici. Il est possible que si vous ouvrez un tableau dans un tableur comme Excel ou OpenOffice et que vous faites une exportation en CSV, ils vous mettent des points-virgules à la place des virgules, mais ça peut se régler dans les préférences du logiciel. Alors, vous allez dire, tiens, quand j'exporte du CSV, c'est pas un point-virgule que je veux qui sépare les valeurs, c'est une virgule. Petite astuce quand même sur Windows, pour modifier ça, il ne faut pas aller dans Excel, mais il faut aller dans les réglages de Windows, bizarrement. Si je veux modifier la manière dont Excel exporte du CSV, c'est dans les réglages de Windows que vous allez le trouver. Mais tout ça est sur le web, si vous faites une recherche dans Google pour savoir comment on modifie la manière dont les CSV sont exportés par Excel sur Windows, ils vont vous expliquer. Ça n'est pas sorcier. Et si vous n'y arrivez vraiment pas, par la suite, par du rechercher-remplacer, on peut y arriver. Une fois qu'on a le fichier ouvert dans TextEdit ou dans WordPad ou autre, on peut faire du édition, rechercher-remplacer. Alors, pour que Photoshop puisse utiliser ce fichier CSV, il est très important que ce soit en réalité un fichier sans ajout de style. Donc si vous allez voir dans le menu ici format, le menu format de TextEdit, on vous dit que vous pouvez le convertir au format RTF. Donc c'est le format avec des styles possibles. On peut mettre des polices de caractères différentes, des couleurs, des tailles de police différentes, etc. Et donc si vous faites un fichier RTF, même si le contenu au niveau des données est valable, ça ne sera pas lisible par Photoshop pour faire les variables Photoshop. Il faut absolument un fichier texte. Bon, si vous voulez, vous pouvez essayer malgré tout, menu format, convertir au format RTF. Voilà, et vous voyez tout de suite la différence. On a la possibilité de choisir les polices, la couleur, mettre du gras, etc. Et le texte a l'air d'être plus agréable à lire, les polices sont mieux dessinées. C'est un fichier RTF. D'ailleurs, l'extension, je ne sais pas si ça l'a fait chez vous aussi, mais l'extension n'est plus du CSV, c'est du RTF maintenant. OK ? Donc, gros piège, si vous faites fichier nouveau dans TextEdit et que vous enregistrez, il est probable qu'il va vous proposer de l'enregistrer, oui, au format document RTF.
Donc ça veut dire Rich Text Format, donc format de texte enrichi. Ça veut dire qu'on peut mettre des couleurs, des polices, etc. différentes, mais c'est pas bon. Donc il faut faire gaffe à ça. Bon, bah ici, on va repasser au format texte. Donc vous voyez, on bascule du format RTF vers le format texte maintenant. Donc, menu format, convertir au format texte. Voilà. On peut fermer, enregistrer si vous voulez, voilà. Donc vous vous retrouvez finalement avec un fichier TXT. C'est un fichier texte brut, on appelle ça du texte brut, donc non enrichi. Voilà. Quand on l'ouvre dans TextEdit, oui, c'est la même chose. Sauf que pour Photoshop, ça ne marchera pas pour faire les variables. Il va falloir changer l'extension. Vous voyez l'extension .txt chez vous? Vous la voyez sur le Mac? Parce que parfois, il faut demander au Mac d'afficher les extensions. Et ça se fait dans le Finder. Quand vous êtes au niveau du gestionnaire de fichiers, dans le Finder ici, préférences, vous avez affiché toutes les extensions de fichiers qui doivent être cochées. Comme ça, ça vous montre les extensions de fichiers. Donc ici, à la place du TXT, on va réécrire CSV. Voilà, CSV. Ok, on va ouvrir le fichier PSD dans Photoshop. Alors ici, c'est vraiment un exemple extrêmement simple. Donc qu'est-ce qu'on a dans la palette des calques? Si vous regardez la palette des calques, on a 5 calques, il y a un calque d'arrière-plan, et il y a 4 autres calques, 2 calques de texte, 2 calques avec des pixels. Donc si vous avez un message à propos de la gestion des couleurs, vous passez outre, vous cliquez sur OK. On ne va pas mélanger les notions de gestion des couleurs à ce qu'on est en train de voir ici. C'est deux choses difficiles. Donc ça risque de nous faire partir en vrille. Donc cliquez sur OK et les couleurs s'affichent donc peut-être pas exactement comme elles devraient, mais c'est pas grave. Alors voilà, les calques ont été nommés d'une certaine manière. Décor. Remarquez que je n'ai pas mis d'espace. Si j'avais mis plusieurs mots, j'aurais mis un underscore ou un tiret. J'aurais évité de dépasser les 32 caractères. J'évite de mettre des caractères accentués. C'est pour ça que décor est sans l'accent sur le E. Voilà. Quand on fait des travaux comme ça avec des variables, il vaut mieux éviter les problèmes en commençant à utiliser des caractères qui ne sont pas anglophones. Je veux dire, en anglais, il n'y a pas d'accent, donc voilà, j'ai fait à l'anglaise. Donc si vous voulez double-cliquer sur le petit T ici en face de descriptif, vous voyez qu'il s'agit d'un bloc texte, puisqu'avec l'outil texte de Photoshop, on peut faire soit des textes de ligne, une ligne de texte, ou des blocs, un peu à la manière d'un logiciel de mise en page. D'ailleurs, l'autre ici, le nom, si on double-clique sur lui, on voit pas les petits pointillés qui apparaissent et les poignées, c'est une ligne de texte. Donc c'est les deux styles de texte, deux sortes de texte qui existent dans Photoshop ou Illustrator d'ailleurs aussi. Mais il y en a... Alors, petite parenthèse ici pour la petite histoire, le caractère ici utilisé, c'est l'open dyslexique. Oui, c'est un caractère qui aide les gens qui ont du mal à lire, parce que ils ont du mal à lire les mots, voilà, parce qu'ils mélangent les lettres un peu dans leur tête, et donc c'est un caractère qui est gratuit, open dyslexique, c'est de l'open source comme son nom l'indique, et qu'on peut utiliser éventuellement. Il n'est pas extrêmement beau, mais enfin, voilà, c'est pour ça. Il est utilisé beaucoup dans l'enseignement. Alors, je reviens un peu dans le dossier ici. Les images qui vont être utilisées, là, qui vont apparaître, elles sont à côté dans le même dossier que le fichier PSD et que la base de données. C'est une facilité, parce que si vous ne faites pas ça, quand vous allez faire le système de générateur de documents sur base des valeurs CSV, vous allez devoir indiquer le chemin complet, ce qu'on appelle le chemin absolu. Tandis qu'ici, ça peut être un chemin relatif, donc c'est beaucoup plus simple. Donc c'est vraiment la simplicité, c'est de pas commencer à mettre les images dans un dossier à elles, mais plutôt, si on veut se faciliter les choses, de les mettre à côté du fichier PSD et du fichier CSV.
Alors ici, on va aller dans le menu Images, Variables. Alors vous avez deux choses, définir et ensemble de données. Définir, les variables ont déjà été définies. Ça veut dire que les calques, j'ai déjà indiqué que je vais modifier le contenu. Photoshop va devoir modifier le contenu des 4 calques, pas l'arrière-plan bien sûr, mais les 4 calques du dessus, ça a été défini comme variable. Donc nous, on va ici aller dans ensemble de données. Voilà. Est-ce que vous voyez déjà que ça change? Il y a quelque chose qui a changé? Ok, ici vous retrouvez les deux choses, hein, la définition des variables et l'ensemble de données, donc c'est un peu bête parce que c'était déjà dans le menu, mais on peut encore changer ici. Alors, ceux qui ne voient pas apparaître le tigre, tout le monde voit apparaître le tigre quand vous avez fait ça, sinon il va falloir importer le fichier CSV en faisant importer ici, en allant chercher, sélectionner un fichier, vous allez chercher là où il se trouve le CSV. Voilà, si j'utilise le dossier que je vous ai fait télécharger, voilà, c'est celui-là. Ouvrir. Voilà. Alors, il vaut mieux mettre le codage UTF-8, qui est le codage habituel du texte ici en Europe. Hein. Voilà. Remplacer les ensembles de données existants aussi, c'est pas mal. OK. Et si votre fichier CSV n'a pas de problème de syntaxe, s'il n'y a pas deux virgules qui se suivent ou une virgule qui manque pour séparer les valeurs, par exemple, ou une valeur en trop ou manquante, enfin voilà, s'il est bien fait, vous n'avez pas de message d'erreur normalement. Alors, vous allez juste ici utiliser les flèches pour passer d'un ensemble de variables à un autre, un ensemble de données à un autre, parce que bon, pour l'instant, vous avez vos variables ici indiquées animal, décor, descriptif, nom, c'est la même chose que les calques. Et vous voyez ce qui est indiqué dans le fichier CSV, ça doit utiliser l'image qui s'appelle tigreanimal.jpg, tigredécor.jpg, la description, le tigre, virgule, animal qui vit en Inde, le nom, le tigre, voilà, ça c'est un ensemble de données. Et oui, on a fait des variables qui ont le même nom que le calque, comme ça c'est plus simple, sinon on ne s'y retrouve pas. Et alors vous allez cliquer là-dessus par exemple et vous voyez qu'on a toujours les mêmes variables, toujours qui visent les mêmes calques, mais oui, et ici ça ne le fait pas. Non, je suis au mauvais endroit, idiot. C'était là que je devais aller. Voilà. À force de zoomer, je ne sais plus où je clique. Voilà, donc en cliquant à cet endroit-ci, vous passez d'un ensemble de données à un autre. Donc là c'est le canard comme on voit. Canard-animal.jpg, canard décor. Ah oui, remarquez que JPEG est indiqué de deux manières différentes ici. Dans la base de données, pour l'image canard-animal.jpg, il est bien indiqué JPEG. S'il était indiqué JPG, il ne trouverait pas d'image. Voilà. Et donc, voilà, en passant de l'un à l'autre, vous voyez Photoshop qui bosse pour vous, qui modifie les contenus. Bon, c'est hyper simple comme exemple ici, c'est juste pour que vous compreniez ce que c'est des variables dans Photoshop. Donc si votre fichier CSV contenait 300 lignes, on pourrait demander à Photoshop de générer 300 fiches, et il ferait ça en 3 minutes, et ça se fait par fichier. Oui, fichier quoi? Ah oui, fichier exportation, ensemble de données sous forme de fichier. Voilà. Et vous choisirez si vous voulez en PDF, Photoshop ou autre. PDF, c'est bien. Les polices de caractères dans le PDF restent vectorielles, elles ne se pixelisent pas. Donc, contrairement à ce qu'on a souvent dit, dans les années 90 et 2000, on a souvent entendu « Ne faites jamais de la mise en page, ne faites jamais de texte dans Photoshop parce que ça pixelise », mais c'est pas vrai, parce que si vous enregistrez en PDF, le texte ne pixelise pas, il reste vectoriel dans le fichier PDF. Donc voilà. Ok. Donc vous avez vu le principe. Le principe des variables, eh bien, écoutez, on va faire votre propre fichier
Donc ce qu'on va faire, c'est un design dans Photoshop. Ensuite, on ira chercher des images sur le web. Ensuite, on va les recadrer pour que ça tombe bien, parce que vous avez peut-être remarqué que ici, le recadrage sur les images n'a pas été fait. On a gardé le format original de l'image, il n'y a pas de recadrage. Donc ce sont des images qui viennent du web, hein, le canard, le tigre, tout ça, et ça n'a pas été retravaillé. Et donc, vous avez peut-être remarqué que parfois ça foire. Voilà, c'est foireux comme cadrage de la tête du canard, là. Même chose pour les décors en dessous, c'est foireux. Voilà, là c'est foireux comme... Bon, donc il n'y a pas eu la phase de recadrage, et nous on va la faire. Hein, et on va scripter ça pour que ce soit plus rapide. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. Voilà, alors on va faire un nouveau document dans Photoshop. Donc, au niveau du mode colorimétrique, bien sûr, couleur RGB, même si c'est pour l'impression, qui peut le plus, peut le moins, donc il vaut mieux prévoir de le faire dans un espace couleur large, qui permet de mettre des couleurs saturées. Comme ça, on est paré pour tout système d'impression, même les meilleurs, qui sont capables d'imprimer des couleurs saturées. Donc, faites pas l'erreur de choisir en CMJN, c'est l'erreur habituelle. Donc, mais ça, on avait déjà parlé de ça. Au niveau de la résolution en pixels par pouce, vérifiez bien que vous êtes en pouces. On peut mettre le double de ce qui est nécessaire chez un imprimeur, donc 600, comme ça on est vraiment paré pour toute situation aussi. Au niveau de la dimension, bon alors au niveau de la largeur, c'est un peu arbitraire ici, hein, je vais décider que je vais faire des cartes, des fiches pour un zoo, des cartes pour les descriptifs des animaux, hein. On imagine que ça peut être un jeu aussi, hein, si vous faites des jeux de plateau ou quoi, ça peut servir, vous voyez. Donc on va faire 8 cm de largeur et on va passer en 12 cm de hauteur. Voilà. Ok, est-ce que j'oublie quelque chose? Bon, si on voulait vraiment être nickel et on passerait de 8 bits à 16 bits, il y en a qui connaissent la notion de profondeur de pixels, ça vous dit quelque chose? Il y a différentes manières de créer les couleurs dans les images, c'est ce qu'on appelle les modes couleurs. Donc RGB, niveau de gris, CMJN, tout ça, c'est une manière de créer des couleurs. Et à l'intérieur d'une manière de créer les couleurs, par exemple couleur RGB, vous avez la possibilité de faire en sorte que les pixels peuvent prendre plus ou moins de valeurs différentes. Si vous êtes en 8 bits, vous avez des pixels qui peuvent prendre 16 millions de nuances différentes. Ce qui paraît beaucoup, mais quand on doit faire de la retouche de photos, c'est pas énorme. Quand on triture des photos en 8 bits, on voit très vite apparaître des artefacts, on voit que, voilà, il y a des petites, on voit la retouche, quoi. Et 16 bits, c'est des images en milliards de couleurs. Ok? Donc souvent, quand vous faites de la photo, vous allez voir, si vous travaillez dans Lightroom, on vous propose d'exporter l'image vers Photoshop, choisissez 16 bits plutôt que 8. Mais ici, ça va être des images du web, donc elles sont forcément en 8 bits, c'est des images 16 millions de couleurs, voilà. Donc ça veut dire que si on essaye de le retoucher, on va être limité, ça va pas être aussi riche que si on fait une retouche poussée, modifier beaucoup l'image. Et alors vous avez les images 32 bits, là c'est pour les images, les applications scientifiques ou la 3D, donc vous ferez jamais des images 32 bits. Voilà, voilà. Ok, bon, je pense que c'est bon. Voilà, créer. Et alors on va enregistrer dans un dossier spécialement pour aujourd'hui, on va enregistrer ce document. Donc j'enregistre le document là, je l'enregistre dans un dossier spécialement pour ce document, voilà. Je vais l'appeler variable exercice 1, mais vous mettez le nom que vous voulez. Au format Photoshop, bien sûr. Et on va créer deux zones. On va créer deux zones. Une zone sur le dessus qui va contenir on va faire pour des animaux. Hein. Ça va être une photo, par exemple, si c'est un tigre, on va voir en plus ou moins gros plan quand même la tête du tigre. Et puis il y aura une seconde zone où on verra l'ensemble de l'animal. Voilà, donc sur la même fiche, on va avoir un détail de la tête et l'ensemble de l'animal. Au niveau design, je ne vais pas ici pousser beaucoup le design parce que vous ferez après un exercice plus poussé où vous allez pouvoir
appliquer le système de variables, mais dans un design plus poussé que vous allez avoir le temps de faire. Donc, vous attendez pas à un truc génial au niveau du design ici. Alors, ok, on va créer un nouveau calque. Voilà, qu'on va renommer, je vais l'appeler tête par exemple. Donc, souvenez-vous qu'on ne met pas les accents, ce sera mieux. Sinon, c'est vraiment chercher les ennuis quand on travaille avec des variables comme ça. Voilà. Alors, sur ce calque-là, je vais définir une zone. Oui, mais on pourrait décrire en anglais, oui. Alors, je vais tracer une zone comme ça, avec l'outil de sélection rectangulaire. Donc vous voyez, je démarre en dehors de la page et je vais jusqu'en dehors de la page là, voilà. Alors si vous voulez faire varier la dimension de la zone, ben, c'est possible. Bon, bien sûr, on pourrait retracer jusqu'à ce qu'on ait la bonne dimension, mais on peut aussi aller dans le menu sélection, demander de transformer la sélection. Sélection, transformer la sélection, comme ça vous avez les petites poignées qui apparaissent. Ah oui, donc là je dois enfoncer la touche majuscule pour que... Ceci dit, c'est pas grave si ça agrandit dans tous les sens, de toute façon, à la fin, ça ne va sélectionner que jusqu'au bord de l'image de toute façon. Ça va? Donc c'est menu sélection, transformer la sélection, si vous voulez modifier. Ah oui, là j'ai quand même intérêt, si je fais plus petit, à reprendre les poignées comme ça, voilà. Ok, et on valide avec le petit V ou la touche entrée sur le clavier, voilà. Et on va remplir ça avec des pixels. Donc, vous faites édition remplir ou majuscule suppression, c'est le raccourci. Édition remplir, majuscule suppression, et vous allez remplir ça avec une couleur. Voilà. Peu importe laquelle. Et on peut désélectionner, et voilà. Donc on a des pixels sur le calque. C'est la zone qui va contenir mon détail de la tête de l'animal. Bon, c'est fort allongé, donc peut-être que je vais montrer que les yeux, finalement, de l'animal, ou pas la tête en entier. Alors, on va créer un autre calque. Voilà, autre calque vide que je vais appeler... comment? Bon, je vais appeler ça corps, hein, ça va être le corps d'un animal. Voilà, la vue d'ensemble de l'animal. Peu importe. Hein. Ok, et je vais le mettre, celui-là, je vais le mettre sur la gauche de l'image, donc toujours avec l'outil de sélection rectangulaire, je vais tracer comme ça, par exemple. Voilà, on va faire comme ça. Alors, ça pourrait être bien de faire un peu la règle des 2/3, c'est-à-dire, ou du nombre d'or, essayer de trouver une proportion entre la partie ici qui va contenir du texte et la partie ici qui va contenir une image, de pas faire moitié-moitié peut-être, ou de pas faire presque la moitié. Vous voyez, donc je suis à peu près une histoire de 2/3. Ok, donc, comme on le voit, j'ai sélectionné ici toute la hauteur. Je vais demander maintenant à Photoshop de me retirer la partie qui se superpose au vert, là. Et pour ça, je vais sur le calque ici, vert, j'enfonce la touche commande et alt, et vous voyez qu'on a un petit signe spécial, c'est commande, ou contrôle sur le PC, mais commande sur le Mac. Ça génère une sélection au départ du calque, mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux pas que les pixels verts génèrent une sélection, je veux qu'ils enlèvent à la sélection existante. Et donc, c'est pour ça que je fais commande alt. On a un petit signe moins. Et on clique. Et voilà, on se retrouve avec exactement une zone qui colle pile poil, là-bas. Si on zoome, on n'a pas dû se fouler. Ça colle pile poil. Il n'y a pas d'espace, ça déborde pas. Et on travaille donc toujours sur le calque ici, que j'ai appelé corps, et on va le remplir avec une couleur. Et on peut désélectionner. Et tant qu'on y est, enregistrer le document aussi. Bien, on va maintenant faire les zones de texte. Donc on va faire
On va faire avec l'outil texte. Voilà, outil texte. Vous allez faire une zone pour le titre. Donc, vous pouvez faire un clic et glisser. Voilà. Ça va être le titre. Alors, on peut mettre un nom bidon là pour commencer. Hein. Le tigre, par exemple. Voilà. Au niveau de la police, il vous a mis quelle police? Myriad Pro. Comment? Myriad Pro. Myriad Pro, ok. Donc, texte, panneau caractère. Myriad Pro régulière. Voilà, il vous a mis un truc. Ok. Ah oui, ce serait très intéressant d'aller dans menu texte, panneau, pour aller chercher le panneau caractère. Voilà, d'une manière ou d'une autre, aller chercher le panneau caractère. Parce qu'il y a évidemment un réglage essentiel si on veut que le texte soit correct. J'en ai déjà parlé peut-être, non? Vous voyez pas où je veux en venir? Le titre à chaque fois. Pour que ce soit le titre à chaque fois. Non. Je vous ai jamais parlé de ceci, optique, l'approche. Bon, ça c'est super important. Voilà, il vaut mieux être en optique qu'en métrique. Parce que si vous êtes en métrique, vous avez des espacements entre les lettres qui peuvent être... voilà, c'est régulier, c'est mathématique. Tandis que si vous êtes en optique, vous avez le Photoshop qui vous rapproche pour que les mots fassent bloc, pour qu'il n'y ait pas de trous. Qu'on soit dans Illustrator, Photoshop ou InDesign. Voilà, donc que ce soit dans Illustrator, InDesign ou Photoshop, vous avez ce réglage-là du crénage optique ou donc de l'espacement entre les paires de lettres, hein, le crénage, l'approche de paire, comme on appelle ça aussi, optique ou métrique. Si vous n'avez pas une bonne raison d'être en métrique, passez en optique. Bon. Voilà, ici au niveau de l'espacement entre les caractères, j'ai une approche à 40, donc vous pouvez aussi tester ça. Voilà, je tape 20, touche tabulation pour valider, vous voyez. 0, ça c'est l'espacement normal, prévu dans le caractère, mais je peux changer ça, 10, etc. Voilà, donc ça peut être intéressant d'augmenter l'approche de groupe. Donc ça se combine à l'approche de paire. J'indique que je veux plus d'espacement entre les caractères, mais malgré tout, il y a un calcul optique pour qu'il n'y ait pas des lettres et des espaces entre elles disgracieux. Alors, dans Photoshop, si vous enfoncez la touche commande ou la touche contrôle et vous passez au-dessus, vous avez un curseur en fait. Hein. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais dans Photoshop, dans pas mal de palettes, avec la touche commande du Mac ou contrôle du PC enfoncée, si on garde la touche enfoncée et qu'on va faire cliquer et glisser, c'est un curseur en fait. Hein. Voilà, ça peut aider ça. Ok. Bon. Ça devrait être à cette dimension-là de caractère, il devrait y avoir assez d'espace pour inscrire les noms de n'importe quel animal, même l'ornithorynque ou je ne sais quel autre animal avec un nom long, ça devrait tenir. Comme ça, on n'a pas de passage à la ligne. Voilà. En double-cliquant sur le calque texte, on fait réapparaître donc le bloc et on peut le remonter. De temps en temps, j'enregistre, évidemment. Alors en dessous, je vais prévoir un autre bloc pour la description de l'animal, que j'irai rechercher éventuellement sur Wikipédia. Évidemment, on ne va pas taper ça nous-mêmes. Voilà. Ok, un autre bloc. Et on va garder les choses comme ça, super simples.
il n'y a pas de problème. C'est juste pour étudier le fonctionnement des variables. Alors, on va définir les variables. Donc, je vais activer aussi le calque qui concerne la tête de l'animal. Et on va aller dans le menu Image, Variable, Définir. Il n'y a pas le choix puisqu'il n'y a pas encore de variables, donc on ne peut pas commencer à aller chipoter les ensembles de données. Donc, il faut vraiment définir. Voilà. Alors, c'est quoi on peut faire varier la visibilité, c'est-à-dire grâce au fichier de données, la banque de données, le tableau, on peut dire, tiens, telle chose apparaît ou pas. On pourrait par exemple avoir une série de logos dans notre design, un logo mammifère, un logo oiseau, un logo, et ne faire apparaître que celui qui correspond au type d'animal. Mais c'est pas ce qu'on veut ici. Donc ce qu'on veut, c'est faire du remplacement pixel. On veut que, quand on joue avec les ensembles de données, la partie verte, là, dans mon design, soit remplacée par le close-up, la tête de l'animal de près. Donc on coche remplacement pixel. Voilà. Pour faciliter les choses, je vais donner au nom, la variable va porter le même nom que le calque. Hein. Comme ça, on ne va pas commencer à s'en mêler. Je pourrais appeler ça variable tête. Hein. Oui, on pourrait, si on voulait, indiquer variable tête. Mais non, faites comme j'avais fait précédemment dans le fichier que vous avez testé tout à l'heure. Même nom, comme ça correspond. On ne va pas s'embrouiller, pas de problème. Au niveau de la manière dont l'image va être adaptée, parce que voilà, ma zone verte, là, elle est plutôt horizontale, mais si je demande à Photoshop d'aller chercher une image qui est plutôt verticale, il va devoir positionner l'image sur la zone verte d'une certaine manière ou d'une autre. Donc c'est ici que ça se passe. Remplissage tel quel, conformé, voilà. Vous avez d'ailleurs l'exemple là en bas à droite. Si on fait remplir, ben, l'image va remplir la zone, mais certaines parties de l'image vont déborder, ne vont pas être visibles, mais l'image ne sera pas écrasée. Elle va garder ses proportions. Vous n'avez pas encore eu de cours de InDesign en fait. Hein. Donc ça, on a aussi dans InDesign, évidemment, c'est ça. Adapter, ben, ça va redimensionner l'image, mais alors il y a certaines parties vertes qui vont rester apparentes parce que l'image, ses proportions sont gardées, mais elle est vue en entier, mais voilà, elle n'a pas les mêmes proportions que la zone verte, donc voilà. Mais en fait, ça n'a pas trop d'importance ici. Et voilà, conformer, il va écraser l'image. Ça n'a pas trop d'importance ici parce que de toute façon, on va s'arranger pour que les images qui vont être utilisées par Photoshop vont avoir les bonnes dimensions, les dimensions de ma zone verte là, en pixels. On va préparer les images pour qu'elles aient les bonnes dimensions. Voilà. Ok. Alors, j'active le calque qui va contenir le corps de l'animal, une photo avec l'animal vu en entier, donc. Et donc, ici, image, variable, définir. Oui, on pourrait même rester dans la boîte et passer d'un calque à l'autre par ici. Hein. Enfin voilà, je suis sur le calque corps. C'est encore du remplacement de pixels. On va faire remplir juste pour la forme, je veux dire, mais normalement ça ne va pas servir parce que les images vont avoir le même nombre de pixels. Donc, hein. Je vais appeler la variable va s'appeler corps, pas en majuscule, je vais faire la même chose que le nom du calque. Voilà, voilà. Ensuite, ceci, ça va être le titre. Donc on active le calque qui concerne le titre et image variable définir. Et alors ici, c'est du remplacement de texte. Bah oui, il ne fait pas de remplacement pixel puisque c'est un calque texte. Et je vais l'appeler titre. Bah oui, je ne vais pas l'appeler le tigre puisque... Hein, voilà, là il faut quand même un peu réfléchir. Voilà. Comment j'ai appelé au fait le... Ah oui, il s'est appelé le tigre, là, le calque. Oui. Voilà, ok. Ça va? En fait, le calque, ici, texte a pris le nom du texte. Donc je peux le renommer. Hein. Titre, voilà. Donc si je vais voir,
calque titre, nom de la variable titre, remplacement de texte, parfait, ça devrait marcher. Ici, le dernier calque. Le dernier calque, je vais l'appeler description. Voilà. Il est activé, je vais dans image, variable, définir. Je suis bien en train de modifier, de définir la variable pour le calque description, donc ça va être du remplacement de texte. Et je vais donner à la variable le nom description. Voilà. OK. Et là, vous pouvez enregistrer votre document Photoshop. On peut dire qu'au niveau du design, c'est bon. C'est très pauvre, mais enfin, on n'a pas le temps de faire un design génial. Sinon, voilà, on passe à côté de ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment fonctionnent les variables. Donc, qu'est-ce qui manque maintenant pour faire les différentes versions de documents? Il manque le fichier CSV. Il va falloir le faire correctement et puis l'importer dans Photoshop. Donc, si vous voulez, ce serait une bonne idée d'utiliser le fichier que je vous ai fourni en tant que base de départ. Donc, voilà, ici, il y avait le fichier ici. D'accord ? Faites-en une copie. Pour faire une copie sur le Mac, on enfonce sur le Mac, on enfonce la touche Alt pendant qu'on déplace le fichier. Voilà. Voilà, voilà. Donc on a le fichier CSV. Alors le fichier CSV, si je reviens dedans, si je vous demande de démarrer de ça, c'est parce qu'il est très facile qu'il ne fonctionne pas en fait. Déjà, pour que ça fonctionne dans Photoshop, sur le Mac en tout cas, il faut laisser une ligne vide entre les différentes entrées. Donc c'est pour ça qu'il y a une ligne vide. Si vous la supprimez, ça ne marche pas. Photoshop ne saura pas interpréter le fichier. Ensuite, si vous avez du texte, il y en aura forcément du texte qui contient une virgule, il faut faire en sorte que ce ne soit pas considéré comme un séparateur de valeurs. Et pour ça, on le met entre guillemets. C'est ce qui a été fait ici. D'accord ? Si j'avais... comment dire ? Oui, je vais mettre là. Si j'avais dans le texte des guillemets, ça peut arriver, hein, ce genre-là. Voilà, voilà. Bon, mais ça pose pas de problème à partir du moment où tout le texte est entouré lui-même par des guillemets. Donc on peut avoir des guillemets à l'intérieur du texte comme dans un vrai texte, quoi. Voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir. Alors, il va falloir, sur la première ligne, indiquer quelles sont les variables de votre document. Vous les avez, c'est les noms des calques, on a donné la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir ? Le premier, ça va être tête. Ensuite, il y aura corps, titre, description. On peut y aller. Hein. Tête, corps, titre. La première ligne, c'est la description des variables qui suivent. C'est une espèce d'entête de tableau, pour ceux qui connaissent les tableaux. Ensuite, la deuxième ligne, ça va être le premier jeu de données, le premier ensemble de données. Mais vous ne savez pas encore ce que vous devez indiquer ici. Quel est le nom d'image du tigre que vous allez utiliser ? Enfin oui, on pourrait renommer les images qu'on télécharge d'une certaine manière, mais voilà, donc ça aussi vous ne savez pas. Ça par contre, vous pourriez le savoir. Enfin non, vous savez même pas encore quel animal vous allez télécharger du web, donc... Et ça va un petit texte qui va venir de Wikipédia. On prendra un petit extrait de Wikipédia éventuellement. Donc voilà, pour modifier tout ça, on va le faire bientôt et on va tester. Donc enregistrez votre fichier CSV tel qu'il est là. Donc il y a que la première ligne qui est bonne jusqu'à présent. Bon, on va aller chercher quelques images sur le web pour tester ça. Bon, il y a 4 lignes de données.
dans le fichier CSV, on va aller chercher 8 images, puisqu'il y a deux images par ligne. On va aller chercher rapidement 8 images, parce qu'on ne va pas y passer trop de temps non plus. Donc moi je vous conseille de passer par Bing, puisque parfois par Google Images, pour avoir les images en haute définition, c'est pas toujours évident. Bon, ben il va falloir trouver 4 images d'animaux, les têtes vues en gros plan, et 4 images des mêmes animaux, les corps, quoi. Donc ça peut aller assez vite. Avec la tête, oui, on ne fait pas de décapitation d'animaux ici. c'est pas la bonne période. Bon ben voilà, apparemment en tapant en anglais, ça fonctionne. Choisissez les animaux que vous voulez. Hein. Donc au niveau du nombre de pixels, on va quand même essayer de trouver des images avec assez bien de pixels, puisque vous voyez que les images qui arrivent là, dans mon cas, c'est assez pauvre. Hein. On est en dessous de 1000 pixels en largeur et en hauteur, c'est pas génial. Donc on va peut-être filtrer. Voilà, filtrer en demandant des images de très grand format éventuellement, voilà. Ah oui, si j'ai envie de trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, je vais peut-être taper également public domaine entre guillemets. C'est une possibilité. Sinon, il y a aussi le filtrage par licence, c'est vous qui voyez. C'est deux manières d'approcher pour trouver c'est deux manières de faire la recherche pour trouver des images qu'on a le droit d'utiliser, soit des images du domaine public en tapant public domaine entre guillemets, en plus du nom de l'animal et de ce qu'on cherche, la tête. Bing, c'est vraiment pour... Donc Bing, c'est pas spécialement pour les images libres de droit. Ceci, je pourrais le faire dans Google aussi. Bing, c'est simplement un moteur de recherche comme Google, mais c'est le moteur de recherche de Microsoft, si je ne me trompe pas. Mais parce qu'il y a récemment des petits problèmes dans Google quand on veut trouver des images en haute définition, c'est pas toujours si évident que ça parce qu'ils ont retiré des fonctionnalités. Tu vas dans paramètres... Bon, voilà. Donc, à partir de là, évidemment, vous téléchargez. Vous demandez afficher l'image et clic droit, enregistrer une image sous. Donc, vous enregistrez ça dans le dossier à côté du dossier des variables et à côté du fichier des variables et le fichier Photoshop. Et n'hésitez pas à renommer pour vous y retrouver. Et ne supprimez pas l'extension pour bien faire, c'est mieux. Alors oui, choisissez des images qui ne sont pas sur fond blanc, ce sera mieux. Donc des images avec un décor quand même. Alors soyez pas difficile pour le choix des images, c'est juste un exercice test. C'est une gratuité parce qu'on est... Alors, vous avez téléchargé les images, comme moi, 4 images de corps, 4 images de tête, voilà. J'ai renommé les noms de fichiers pour que ce soit plus simple. Alors, je vais mettre tout ça dans un dossier. Donc d'abord, je vais faire un classement, d'abord je suis en classement par liste, hein. Je vous conseille vraiment d'utiliser le classement par liste quand vous travaillez sur le Mac, là, ou sur Windows, le classement détail, c'est bien. C'est ce qui correspond à peu près. Donc ensuite, type, parmi toutes les possibilités là, type. Si vous ne l'avez pas, il faut faire un clic droit et demander d'ajouter la colonne type. D'accord? Donc ça c'est ma liste de fichiers. Parce que je suis en mode liste. Et puis, je fais un classement par type, comme ça j'ai toutes les images JPEG qui sont les unes à la suite des autres. C'est quand même, ça fait partie de la stratégie pour aller vite. D'accord? Et je vous disais ici sur la barre, ici, clic droit, type, si vous n'avez pas la colonne type. Voilà, dans Windows, vous avez évidemment l'équivalent. Alors là, je vais faire clic, majuscule clic, pour activer toutes les images, bien sûr, voilà, d'un coup, et puis clic droit, nouveau dossier, et voilà, nouveau dossier avec la sélection, et toutes les images sont dans le dossier. Donc je vais appeler ça image JPEG, ok. Et on va en faire une version PSD rapidement, de toutes ces images. Ce sera mieux de travailler avec du PSD. Le format de Photoshop.
Alors, vous allez dans Photoshop et vous demandez fichier script processeur d'image. Menu fichier script processeur d'image. Alors là, vous allez sélectionner un dossier. Vous cliquez sur sélectionner un dossier et vous allez indiquer votre dossier JPEG qui contient vos 8 images dans ce cas-ci. OK. Ensuite, vous allez dire oui, on peut faire enregistrer même emplacement, c'est bien. On pourrait avoir fait un dossier qui s'appelle PSD et le cibler, mais si vous faites enregistrer au même emplacement, ça va marcher aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut convertir en PSD nos images. Elles sont peut-être TIFF, non, elles viennent du web, donc elles sont JPEG, PNG ou GIF. GIF comme on dit. Mais bon, on veut les convertir en PSD, donc on décoche évidemment enregistrer sous JPEG et on coche enregistrer sous PSD. Vous ne cochez pas redimensionné parce qu'on ne veut pas formater à un certain nombre de pixels les images qui vont être enregistrées en PSD. On garde leur nombre de pixels tel qu'il est dans le JPEG. Là. Voilà. Bon, ben c'est tout ce qu'il y a à faire. Hein. On est bon. Hein. On a sélectionné le dossier source avec les images du web qu'on a été prendre, les GIF, les JPEG, les PNG, peu importe. On enregistre au même emplacement. Ah oui, si vous avez téléchargé des formats d'images spéciaux, genre web, Google Images, Web Images, donc ça risque de ne pas être très lisible, il faudrait le convertir avec un logiciel spécialisé. Je pense que directement dans Photoshop, ça ne marchera pas. Donc, enregistrer sous PSD, OK, on va cliquer sur exécuter. Alors, enregistrer sous JPEG, on décoche. Vous décochez bien sûr enregistrer sous JPEG. On veut des versions PSD. Donc si je vais voir là-dedans maintenant, j'ai un dossier PSD avec les versions PSD. Voilà, donc ça c'est le nom des images qu'il faut indiquer dans le fichier des variables. Donc, vous allez ouvrir le fichier des variables et vous allez taper ce qu'il faut. .psd. Alors pour l'instant, oui, elle devrait être à côté du fichier des variables, mais non, c'est pas grave. Pour l'instant, on ne va pas générer, on va pas utiliser les données, on est juste en train d'indiquer les noms. Oui, c'est bien ça. Hein. Première, c'était la tête, donc je mets, dans mon cas, tête chat. Deuxième variable, c'était le corps, donc je mets corps chat.psd. Voilà. Ok, puis il va falloir remplacer ça. Ok, donc j'avais ensuite alors je garantis pas que ça va marcher, on va voir, hein, parce que il y a toujours des inconnus. Ok, au niveau des titres, je peux déjà modifier aussi. Oui, le titre, vous pouvez modifier aussi, bien sûr. Hein. Voilà. Il y a juste la description après, il va falloir changer ça. Alors, je vais faire un fichier texte à côté là, de mon fichier CSV parce que je veux juste noter quelque chose. Si vous avez un bout de papier et de quoi noter, c'est bon aussi. Hein. Parce que je vais noter quoi? Ben, je vais noter la dimension des zones. Les images là doivent avoir une certaine dimension en pixels pour tomber dans ma zone verte qui va montrer une partie de la tête de l'animal et la zone orange là qui va montrer le corps de l'animal. Donc, par exemple ici, voilà, j'active, faites-le aussi, activer le calque qui concerne la zone avec la tête. Ensuite, vous allez dans
le panneau des informations, menu fenêtre, information, à moins que vous ayez un autre moyen de voir quelle est la dimension en pixels de cette zone. Bon, moi j'ai une méthode ici et il y en a peut-être une autre dont je me souviens pas. Donc voilà, je vais passer par le panneau information, menu fenêtre, information. Alors ici, il y a les dimensions, des dimensions largeur-hauteur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de les avoir en pixels. Donc, dans le menu du panneau information, je vais jusqu'à options de panneau. Et ici, à la place de centimètres, pixels. Voilà. Les couleurs, ça n'a pas d'importance, c'est juste... ici, CMJN, ça indique que la deuxième lecture ici, ça montre... voilà. Les informations CMJN et la première lecture, les couleurs réelles qui seront RVB dans ce cas-ci. Voilà. Voilà, quand on survole, ouais, on a par exemple ce vert-là qui est composé de 30 de rouge, 253 de vert, 119 de bleu. Et on voit que si on imprime, on aura 62% d'encre cyan, 0 de magenta, 78 de jaune, 0 de noir, avec un petit point d'exclamation pour dire que le vert sera terni. Il peut pas être imprimé aussi vif parce que, voilà. D'accord ? C'est ça que ça indique, c'est juste, ça indique que le panneau information me montre ça. Non, c'est intéressant d'en parler, c'est parce que je fais parfois des parenthèses comme ça, mais je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Et donc, normalement, ça m'indique le pourcentage d'encre en fonction de ce qui est réglé dans édition, couleur. Parce que normalement, l'imprimeur doit vous dire, tiens, en fonction du papier que tu as choisi, c'est telle ou telle norme. Il faut gras 27 ici. Si je passe à 39, je devrais avoir autre chose normalement. On va essayer de retenir un peu, tiens. Et puis je terminerai la parenthèse là. Qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, essayez de retenir 62, 0, 78, 0. Ici, édition couleur. Je vais passer en 39. Ok. Voilà. 61, 0, 79, 0. Donc ça a changé un tout petit peu. En fonction du type de papier, pour reproduire la même couleur, il faut des quantités d'encre différentes. Vous comprenez la logique? Chaque papier réagit différemment, même si ça reste de l'impression si en magenta jaune noir. Si on veut, ça c'est ce qu'on appelle la gestion des couleurs. J'ai une couleur RVB, je veux l'imprimer le plus proche possible sur du papier. Il faut que je tienne compte du type de papier. Il y a des normes. Il faut gras 27, il faut gras 39. Et voilà, on voit que les pourcentages d'encre ne seront pas les mêmes. Comme ça, vous voyez un peu la logique. C'est pas si simple que ça d'imprimer correctement avec les bonnes couleurs. Il faut connaître un peu. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est la dimension largeur-hauteur. Donc, vous êtes toujours sur le calque ici. Vous allez faire un commande T pour faire la édition transformation manuelle, en fait. Hein. Édition transformation manuelle. Donc, commande T sur le Mac, contrôle T sur le PC. Et vous avez ici les indications largeur-hauteur, 1890, 647. On va indiquer ça enfin, on va noter ça. Et vous avez quelque chose de différent, évidemment. Vous avez chacun a quelque chose de différent parce que vous avez librement fait vos zones. Hein. Donc, notez vraiment les valeurs chez vous, pas les miennes. Ok, touche Escape pour sortir de là. Autre calque. Commande T, autre valeur, pas les mêmes chez vous que chez moi évidemment, donc vous notez vos valeurs à vous. Donc, 11. Ah. Mes enfants seraient là et ils seraient tout fous quand ils voient des chiffres comme ça. Les jeunes enfants, quand ils voient des chiffres comme ça, ah oui, quand ils voient ça sur des horloges, les mêmes chiffres qui se suivent. Ah, oui. T'as oublié ce que c'est, les jeunes enfants? Non, mais j'ai des petits enfants. Hein. Voilà. Ok, je vais l'enregistrer pour être certain de ne pas perdre ça. Voilà. Bon ben voilà, je sais que je dois traiter les images pour qu'elles aient ces dimensions-là. Et quand je lancerai le système de variables, ça devrait fonctionner pas trop mal. Espérons-le.
Donc ici, touche Escape si nécessaire pour sortir de la transformation manuelle. Et alors, je vais aller chercher le système de script. D'abord, je vais ouvrir une des images. Donc allez-y aussi, ouvrez une des images. Voilà, tête tigre dans mon cas. Ok. Donc au niveau de la dimension, je sais que ça doit avoir ces dimensions-là. Donc j'active l'outil de recadrage. Et dans les paramètres de l'outil de recadrage ici, je vais indiquer largeur fois hauteur fois résolution. Voilà. Au niveau de la résolution, on sait que le document avec notre modèle là, notre modèle de fiche animale, c'était du 600 pixels par pouce. Voilà, donc pixels par pouce ici 600. Au niveau du nombre de pixels, attendez un peu pour que je vois si je ne me trompe pas. Non, ça devrait aller, on va voir. On va voir. C'est l'outil recadrage. Donc, voilà. Et alors, on avait 647 dans mon cas. PX. Voilà. Bon ben voilà, l'outil recadrage a les proportions, déjà, c'est déjà bien. Il a les bonnes proportions par rapport à la zone verte de mon modèle. Donc vous mettez vos propres valeurs, bien entendu. Largeur fois hauteur fois résolution. Résolution, on a indiqué 600 pixels par pouce. Largeur 1890 px, 647 px. Voilà. Et là, on peut prendre le cadre et positionner comme on veut, dimensionner comme on veut. En principe, quand on va appuyer sur la touche entrée ou valider avec le petit V, on se retrouve avec une image qui aura cette dimension-là en pixels. En principe. Bon voilà, je ne vais pas tergiverser, je clique sur voilà. Alors, quelle est la dimension de l'image? Eh bien, c'est bon. Si on clique ici, on voit 1890, 647. Si on va dans Images, taille de l'image, et qu'on demande en pixels... Oui, championnat. Ah, c'est marqué là. 1890, 647. Voilà. Bon. Sauf que je vais annuler, et annuler aussi. Donc, commande Z. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai demandé d'annuler? Parce qu'il y a une option vraiment très intéressante quand on fait du recadrage, c'est de faire en sorte que les pixels qui n'apparaissent plus soient malgré tout encore là, ce qui nous permettra de faire quelque chose d'assez extraordinaire, vous allez voir. Donc vous avez annulé le recadrage, vous êtes retourné avec votre image entière là, de la tête. Vous avez toujours vos valeurs qui sont indiquées là. Et il faut ici décocher l'option « Supprimer les pixels rognés ». Ah oui. Et vous recommencez l'opération, vous tracez, voilà, recadrage, validé, on obtient l'image avec la bonne dimension. Si je vais dans Image, taille de l'image, voilà, c'est là, donc c'est nickel. La différence, c'est que maintenant, si je prends l'outil de déplacement de pixels, sans faire de sélection, hein, pas besoin de faire de sélection, juste outil de déplacement pixels, on peut déplacer notre image à l'intérieur de sa zone. Voilà. On peut même la redimensionner aussi. Transformation manuelle, touche majuscule, bouger. Enfin, touche majuscule, sauf si on est dans la version... Oui, non, je suis dans la version 2019, donc pas de touche majuscule. Pas de touche majuscule. Oui. C'est tout à fait l'inverse de la... Oui, c'est l'inverse, voilà. Photoshop fonctionne maintenant comme d'autres logiciels fonctionnaient aussi, la touche majuscule. En fait, ici, c'est un peu le même principe. Voilà, exactement. C'est un peu comme quand on fait une importation d'une photo dans un bloc. Voilà. Tous les pixels sont encore là autour, c'est pour ça qu'on sait les bouger et faire ce qu'on veut. Et redimensionner, et voilà. Donc c'est pas mal ça. Donc là, je prends les autres images. Tête chien, tête cheval, tête chat dans mon cas.
Et avec l'outil de recadrage, donc, voilà. Donc on a gardé évidemment les mêmes valeurs. On est en train de formater toutes nos images pour qu'elles aient les mêmes dimensions pixels, toutes. C'est ça l'idée. Ah oui, j'avais dit qu'on pourrait mettre au point un script pour éviter de devoir manuellement faire fichier ouvrir les images. On peut les ouvrir en masse aussi. Je veux dire, on pourra voir à un certain moment qu'on peut s'aider avec un script pour faire moins de manipulations manuellement quand on fait ça. Mais on n'aura pas le temps de le voir maintenant, donc voilà, on va faire comme ça. Donc je valide, fichier enregistré. Est-ce que je vérifie que je fais toujours bien avec la possibilité de bouger l'image? Oui, j'ai toujours la possibilité de bouger l'image, c'est parfait. Fichier enregistré, voilà. Ok, donc celui-là aussi. Oui, j'ai décidé de me focaliser sur les yeux, pourquoi pas. Ok, fichier enregistré. Ok, là aussi. Ça va, vous avez réussi à faire ça sans problème, mais il faut faire la même chose pour les autres images alors, hein, pour les images de corps, avec d'autres valeurs donc. Donc les valeurs, je les avais notées ici. Vous aussi, vous aviez noté. Donc je vais ouvrir les images des corps. Voilà. Ensuite, outil recadrage. Il va falloir changer les valeurs pixels ici. Donc, si je vais revoir sur mon petit copion ici, en largeur c'était 11,11 et en hauteur 21,89. Voilà. 21,89. Et voilà. Et on s'arrange pour recadrer correctement, tout en sachant que si on se trompe, c'est pas grave, on prend l'outil de déplacement de pixels et on peut redéplacer, puisqu'on n'a pas supprimé les pixels rognés. Ça, c'est génial, ça. Ça fait longtemps que ça existe quand même dans Photoshop, ce genre de truc. Voilà, enregistré. Suivant. Ça peut aller très vite, hein. Mais oui, ben en fait, c'est le jeu. Hein. En faisant une zone très verticale, je savais qu'il faudrait faire des choix et qu'on ne verrait pas le corps en entier. Ça fait partie du jeu. Sauf une girafe, oui. Bien vu. Ou une autruche, peut-être aussi. Ah. Voilà, donc normalement les images Photoshop sont formatées comme elles devraient, pour tomber dans les bonnes zones. On va pouvoir peut-être tester ça. Au niveau des variables, on a bien indiqué ce qu'il faut ici. Oui, en principe, c'est bon. Hein. Il y a juste les descriptions qui ne correspondent pas encore, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, donc pour éviter de devoir indiquer le chemin, et vous m'en avez parlé tout à l'heure, hein, le chemin ici, ce serait... Il faudrait indiquer ça en fait. Hein. Toi qui m'as dit que comment faire, vérifie que je suis bon là au niveau de la description. Si je laisse les images dans le dossier actuel, il faudrait que je fasse ça, puis ça, puis ça. On est d'accord? Devant chaque nom d'image, de fichier.
pour indiquer le chemin. C'est pas un chemin complet, en fait. Je croyais que ce serait un chemin complet qu'il faudrait démarrer au disque dur et mettre le chemin complet, mais apparemment juste ça convient. Mais enfin, bon, comme j'ai pas envie d'indiquer le chemin, je vais simplement déplacer du dossier ici, PSD, toutes les images PSD, les mettre à côté du fichier des variables, donc simplement comme ça. Voilà, ils sont à côté. Le fichier PSD, là, il est vide. Ok. D'accord? Ben faites ça aussi, mettez-les à côté. Alors, testez ça. Donc, image, variable, ensemble de données. Il va falloir importer le fichier CSV. Allez le chercher là où il se trouve. Ouais, c'est bien celui-là. Oui, ça doit être celui-là, oui. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je suis pas dans le bon. Voilà, c'était là. J'étais toujours dans le fichier de tout à l'heure au début, en fait. Hein. Mais oui, c'est bien celui-ci. Hein. Dans votre dossier que j'avais appelé moi ici, variable exercice 01, 21h06, voilà, les images PSD 21h02. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, importer. Ok, ça va UTF-8, remplacer les ensembles de données existants. Ok. Alors, il y a un petit problème. L'ensemble de données 4 était incomplet. Je vais aller voir ce qui se passe. C'est la quatrième ligne de données qui a un problème. Ok. Donc, si vous voulez tester, vous allez dans le menu Images, Variables, Ensemble de données. Image, variable, ensemble de données. Vous faites Importer. Vous allez chercher là où il se trouve le fichier CSV, le bon fichier CSV à côté de vos images d'animaux. Là. Voilà. En UTF-8 pour bien faire, remplacer les ensembles de données existants, voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il a un problème? Je vais aller rejeter un œil sur mon... ici. Est-ce que ce serait... Il y a des majuscules qui se mettent automatiquement. Des majuscules se mettent automatiquement? Ouais, chez moi c'est ça. Bon, si ça tombe, c'est ma petite fantaisie ici avec les doubles guillemets. On va voir. Je vais supprimer ça, on va voir si ça pose encore un problème. Normalement, c'était bien comme ça quand on avait des guillemets dans le texte. Ils ont mis la virgule. Virgule suivi de Le rhinocéros et. Non, c'est pas ça le problème. Hein. Non, oui, dans ce cas-ci, oui. Voilà. Ok. Voilà, donc je vais retester ça. C'est peut-être de là que ça venait. Alors. Donc, ensemble de données importées, sélectionner fichier, c'est toujours le même, oui, pas besoin de faire ça, voilà. Ok, c'est bon. Bon, il y avait un petit problème au niveau de ma petite fantaisie tout à l'heure des doubles guillemets, donc il faudra que je creuse. Ah, mais oui, je vois comment il faut faire. Je me souviens maintenant. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Eh ben, ça marche, hein. Le chat. Je passe à l'ensemble de données suivant. Chez vous, ça marche aussi? Non, ça me Ah, je vais venir voir ce qui se passe. Ensemble de données suivant, ça marche le chien. Le cheval. Ouais. Évidemment, le design est pourri, hein, c'est super simple. Hein. Enfin, le principe est là. Hein. Vous imaginez, hein, vous avez un secrétaire, une secrétaire qui a fait pour vous le fichier, le tableau, avec les... Hein, ou ça peut se faire aussi automatiquement, hein, si vous avez un informaticien qui peut programmer ça. Avec des centaines d'entrées, vous allez avoir des centaines de fiches Photoshop qui se font toutes seules, grâce à ce système. Hein. C'est ça l'idée, hein, c'est de vraiment gagner du temps. C'est le principe des variables. Bon, voilà, quand ça marche, ça marche. Alors, tout ça c'est très bien, c'était tester pour voir si ça fonctionne. Maintenant, pour générer les fichiers, il faut aller dans le menu Fichier, Exportation, Ensemble de données sous forme de fichier. D'accord? Donc tout ce qu'on a fait avant, c'était la mise au point et on a testé pour voir si ça marche. Maintenant, il faut vraiment générer les fichiers. Menu Fichier, Exportation, Ensemble de données sous forme de fichier. Voilà. Et vous indiquez tous les ensembles de données. Ben oui, c'est toutes les lignes, les 4 lignes que vous voulez... Vous indiquez où vous voulez l'exporter, comment on va écrire le nom, mais ça, on va garder ça comme ça. Donc voilà, je vais rapidement faire ça. Je vais faire un dossier
Je vais faire ensemble exporter. Voilà. Voilà. Ah, OK. J'avais pas enregistré le fichier. Si. J'avais pas enregistré le fichier variable. Voilà, donc là, il l'a fait. Vous avez vu, ça a pris 5 secondes, en fait. Hein. Génial, 5 secondes. Donc, qu'est-ce que je trouve dans mon dossier ensemble exporté? 5 fichiers Photoshop avec, voilà, je vais peut-être les afficher exceptionnellement sous forme d'icônes, comme ça vous allez voir que c'est bien mes différentes variations de mes cartes. OK. Vous avez la technique, là. Maintenant, plus tard, vous allez travailler là-dessus pour faire quelque chose de visuellement bien. Hein, vous allez avoir 1 ou 2 cours pour faire ça, ne vous en faites pas, hein, on va faire ça calmement.